Et bienvenue donc pour cette présentation sur la valorisation de l'innovation sur un projet de construction. Donc nous allons plus particulièrement regarder aujourd'hui un exemple de crédit d'impôt recherche, donc sur un projet concret, le projet Bonne Énergie. Donc nous allons réaliser cette présentation à deux, donc moi-même Sébastien Pichon du cabinet EIF Innovation et Nicolas Corot, donc responsable technique de la société PRD. Alors en quelques mots pour nous présenter brièvement, donc EIF Innovation, nous sommes un département d'un vénérable cabinet d'expertise puisqu'il existe depuis une cinquantaine d'années déjà, qui est spécialisé dans les dispositifs de financement de l'innovation, soit de type direct, subvention, soit indirect comme le crédit impôt recherche ou la jeune entreprise innovante. Donc avec des systèmes de rémunération au success fees, le traditionnel système gagnant-gagnant puisqu'il est basé uniquement sur les économies que nous identifions pour le compte de nos clients. Alors une des spécificités du cabinet EIF, c'est l'exigence de qualité, le haut de gamme, je dirais, des consultants qui sont mis au service de nos clients puisque ce sont uniquement des consultants qui ont 5 ans d'expérience minimum dans le financement de l'innovation avant de travailler au sein de EIF, sachant par ailleurs qu'ils ont une double compétence scientifique et fiscale. Alors, pour faire un petit topo sur les dispositifs de financement de l'innovation, on peut les séparer brièvement en deux groupes, les financements directs type subvention ADEME, OSEO, subventions européennes qui ne seront pas le sujet principal de notre intervention, mais il était important de les mentionner, qui ont la spécificité d'être donc demandés en amont du projet ou au tout début du projet lors de sa réalisation, avec des financements qui peuvent être soit individuels, donc pour la société elle-même, ou de type collaboratif, comme par exemple les projets du programme cadre de recherche et développement européen, pour lequel plusieurs sociétés peuvent s'associer pour demander des financements. Les financements qui vont plus particulièrement nous intéresser aujourd'hui, ce sont les financements indirects de type crédit d'impôt recherche, qui se situent cette fois-ci en aval, c'est-à-dire qu'on fait la demande une fois que le projet est en cours de finalisation ou qu'il est terminé, et on est forcément sur des demandes de financement qui sont plutôt individuelles, avec une valorisation au prorata des travaux effectués par la société. Donc le focus particulier de cette présentation, ce sera le crédit d'impôt recherche sur le projet Bonne Énergie. Alors, le crédit impôt recherche, brièvement, de quoi s'agit-il? C'est une incitation fiscale qui existe depuis déjà une trentaine d'années, depuis 1983, et qui a été considérablement améliorée ces dernières années, en particulier depuis 2008, puisque il vous permet désormais de récupérer 30 à 40% des dépenses que vous réalisez dans l'année civile, donc sous la forme d'un crédit d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu. Sachant par ailleurs que si votre montant de crédit d'impôt recherche dépasse l'impôt sur les sociétés que vous avez à payer, la différence peut être directement remboursée par l'État si vous répondez aux critères de la petite et moyenne entreprise au sens européen du terme, c'est-à-dire moins de 5000 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même très très large. Sachant par ailleurs que si vous ne répondez pas à ces critères, tout n'est pas perdu, puisque vous pouvez bénéficier du remboursement à l'issue d'une période de 3 ans. Donc ce dispositif est souvent mal connu ou ignoré par les différents acteurs de la construction et c'est pour cela que nous avons choisi de faire un petit focus sur le sujet aujourd'hui. Donc pour illustrer notre débat, quelques exemples de projets éligibles dans le secteur. Donc sans citer de nom, mais on peut néanmoins citer le développement de systèmes de sécurité incendie dans des immeubles de très grande hauteur, où là on fait face, si vous voulez, à des difficultés particulières par rapport à ce qui existe déjà. Donc il s'agit uniquement de projets qui ont été valorisés. Donc on ne cite pas de nom, mais on est sur des choses qui ont donné lieu à un crédit d'impôt recherche. On avait également des exemples comme le développement de systèmes d'ascenseurs atypiques dans des immeubles qui ont une architecture un petit peu particulière, où là on a des contraintes techniques qui font qu'on peut obtenir un crédit d'impôt recherche sur ce type de projet, ou encore un exemple de façade d'immeuble un petit peu particulière en verre qui nécessite le dépôt de plusieurs appréciations techniques d'expérimentation
qui sont généralement dans le secteur de bons marqueurs du côté innovant d'un projet, en plus avec la réalisation de prototypes. Et puis, dernier exemple qui va plus particulièrement nous intéresser aujourd'hui, le développement d'un bâtiment à énergie positive qui dépasse tous les référentiels connus et établis en la matière. Alors, le projet Bonne Énergie, si on fait un petit focus finalement sur où est-ce qu'on se situait lorsque PRD et EIF Innovation se sont rencontrés, on était donc à la fin de l'exercice fiscal 2010 et dans une étape d'état des lieux. Finalement, il fallait faire un petit diagnostic de ce qui se faisait, identifier l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, les contacts et les relais aussi bien comptables que techniques, et définir bien entendu un calendrier d'intervention. C'est la première étape indispensable à ce type de projet. L'état des lieux était le suivant. PRD avait déjà déclaré un crédit impôt recherche en 2009 pour un montant de 50 000 €. Pas pour le projet qui nous concerne, mais pour une valorisation d'une facture déposée par un organisme spécialisé. Sachant par ailleurs que la société participait activement à l'opération par l'intermédiaire donc des ingénieurs de la société, mais également par le dépôt de brevets sur le projet. Donc on avait un beau projet identifié avec un relais comptable et un relais technique tout à fait collaboratif, et donc un projet prometteur puisqu'il s'agissait d'un bâtiment prototype. Alors je vais passer pour cette partie de la présentation le micro à Nicolas pour qu'il présente PRD et le projet en tant que tel. Merci. Bonjour à tous. Nicolas Coureau, donc directeur régional de PRD à Lyon. Avant de parler spécifiquement du projet de Bonne Énergie à Grenoble, je vais présenter en 2 mots PRD. Donc PRD est un promoteur aménageur investisseur qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années et qui est intervenu à la fois dans le domaine des bureaux et des plateformes logistiques, qui sont deux secteurs différenciés chez nous. On est sur le domaine de l'industriel et de plateforme leader français. On a construit maintenant plus de 2,8 millions de mètres carrés, ce qui est très significatif. Donc que ce soit sur les bureaux ou sur le logistique, je dirais qu'en préambule, on est impliqué, je dirais depuis le début, dans des démarches innovantes, des démarches liées au développement durable et sur des projets pilotes. Alors que ce soit Grenoble, Grenoble Bonne Énergie dont on va parler tout de suite, également en tant qu'aménageur et développeur sur 150 hectares à Châtres en Seine-et-Marne, pour lequel on a eu un prix du développement durable. Voilà, également plus récemment sur Pantin, qui est la continuité en immeuble de bureau de Grenoble. On est donc un acteur avec une implication très très forte de nos équipes à toutes les étapes. Et je pense que c'est important de le souligner en amont par rapport à la dimension d'innovation, parce que on est vraiment très très accompagnateur et très impliqué, à la fois sur le plan administratif, technique, juridique, voilà. Et de cette manière, on accompagne nos clients, je dirais, en donnant le meilleur sur les projets. Alors, le projet Bonne Énergie spécifiquement, donc qui a donné lieu à cette démarche de crédit impôt recherche, il est situé sur la ZAC de Beaune à Grenoble. Cette ZAC est une restructuration de centre-ville, une caserne militaire sur 8 hectares et demi, qui a été complètement restructurée pour donner un programme comportant donc mix comportant logement, bâtiments de bureaux, bâtiments également EHPAD, hôtels. Voilà, donc c'est un programme qui a été initié très en amont en 2003-2004 avec une municipalité très très impliquée sur la partie développement durable et c'est devenu une référence maintenant en termes d'écoquartier, puisqu'il a été visité, il a été primé d'abord en 2009 et puis il est maintenant extrêmement visité et reconnu.
Voilà, juste cette slide pour montrer la diversité du programme avec une école, une EHPAD, des bâtiments qui sont conservés, restructurés, et notre projet qui se situe juste là. Voilà. Donc, alors, je vais peut-être revenir sur le projet lui-même qui est là. Donc a fait l'objet d'un concours spécifique. Le programme général de la ZAC est un programme qui met en avant entre autres en particulier les performances énergétiques. Les autres sujets, développement durable étant la mixité, étant l'accessibilité, voilà. Mais tous les programmes sont très axés sur la performance énergétique, et il y a un programme spécifique qui a été mis en avant pour être encore plus performant que les autres. Ce programme, c'est le bâtiment de bureau Bonne Énergie, donc pour lequel nous avons répondu au concours. Alors en préambule, je voulais juste resituer les performances de l'immeuble, puisque le point principal de ce concours, c'était faire un bâtiment à énergie positive qui anticipe la norme BEPOS 2020. Donc la norme BEPOS 2020, c'est un bâtiment qui prend en compte l'intégralité des consommations du bâtiment et de ses utilisateurs, et qui compense par l'énergie produite sur le site, de manière à avoir un solde positif. Alors pour remettre un petit peu les ordres de grandeur en tête, en 70, un bâtiment, je dirais classique des années 70, consomme à peu près 400 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Voilà, on peut le qualifier un petit peu de passoire thermique. La réglementation thermique 2005 a cadré de manière assez drastique les consommations, et on est revenu à des consommations de l'ordre de 180. Ensuite, elle a été déclinée avec des niveaux de performance plus élevés, les THPE, les très haute performance énergétique, 20% au-dessous de la RT 2005, et puis les BBC qui sont bien connus à 50%. On est redescendu à des niveaux objectifs de consommation de l'ordre de 140 et 90. La RT 2012, bon, je rentre pas dans les détails, parce ça peut s'épondérer par des coefficients évidemment, mais en gros on se situe à 77. Par rapport à toutes ces consommations, nous, à périmètre équivalent, il nous a fallu être à 26, aux alentours de 30 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, pour réussir à tenir le pari de faire cet immeuble à énergie positive. Pourquoi une telle performance? Parce que notre assiette foncière est très petite, on est en bâtiment à 6 niveaux, il était donc indispensable, avant de compenser par de la production, de consommer extrêmement peu, puisqu'on n'avait pas une capacité de production très, très importante. Voilà. Ça permet de resituer un petit peu les ordres de grandeur. Voilà. Très rapidement, j'ai mis cette diapositive pour replacer un petit peu les différentes étapes, les différents niveaux de performance, et nous on se situe, voilà, à ce niveau-là. Ça c'est simplement pour rappeler également que les bâtiments BBC sont encore, alors là ce sont des sources RTVA qui au 30 septembre, mais on voit que l'évolution du nombre de certifications de bâtiments est croissante de manière très, très importante, puisque entre février 2011 et septembre 2011, on voit qu'on triple quasiment sur les bâtiments certifiés. Donc il y a une demande de plus en plus importante au niveau de la certification, qui pour un investisseur et pour un promoteur est une référence importante. Le bâtiment lui-même, bon voilà, je vais présenter sa photo. Il se situe au cœur de Grenoble. Le programme, c'était un bâtiment consommant moins d'énergie qu'il n'en produit, toute consommation confondue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des performances qui sont calquées sur l'objectif de la norme de la feuille de route de l'ADEME pour les bâtiments énergie positive à objectif 2020.
D'emblée, nous avons souhaité placer cet objectif dans le cadre également d'une démarche, évidemment, ça presque une évidence, mais les bâtiments performants énergétiquement étant parfois taxés de bâtiments inconfortables, avec un niveau de bien-être et de qualité de confort très, très élevé, parce que ça sert à rien d'avoir un bâtiment performant énergétiquement s'il n'est pas confortable. Voilà. Pour recadrer également le programme, c'est un bâtiment qui a été lancé en promotion, en investissement en 2008 dans un contexte extrêmement contraint, puisque en 2008 il y a eu une crise assez importante. Voilà, on a quand même néanmoins maintenu le cap pour lancer ce bâtiment sur fonds propres. Et puis ce bâtiment est également contraint par des règles assez exigeantes en termes d'urbanisme au niveau de la ZAC, et puis également avec une architecture soit de valorisation pédagogique, ce qui est très importante, mais du coup assez coûteuse. Et donc tout ça s'inscrivant malgré tout dans un contexte commercial avec une nécessité de commercialiser, puisque le bâtiment a été lancé en blanc, c'est-à-dire sans pré-commercialisation, et donc avec des objectifs économiques, je dirais, de marché et cohérents. Alors, quels sont spécifiquement les facteurs d'innovation et de réussite du projet? J'essaie de les définir par catégorie. Alors, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire de la qualité et de l'innovation et à réussir? C'est en étant très impliqué en tant que maître d'ouvrage. Donc on est très présent et on s'entoure d'une maîtrise d'œuvre de conception architecte qui est très très interconnectée, très performante. C'est indispensable pour arriver à faire de la qualité et à faire des réunions de brainstorming qui permettent d'être innovants. Ensuite, notre moteur, je dirais, d'innovation, ça a été le défi de la performance. À l'époque, il faut replacer quand même le bâtiment. Le concours était en 2006, 2007. On était avant le Grenelle, on était avant toutes ces réflexions importantes qui ont été mises sur la table plus tard. Et d'où d'ailleurs l'aspect très très précurseur du programme de la ZAC de Beaune. Et donc l'objectif, c'était vraiment, à l'époque, c'était un peu novateur, la performance énergétique. C'était la ligne directrice, et on a développé le plus d'énergie, je dirais, intellectuelle et d'innovation pour réussir à rentrer dans ce cadre qui était extrêmement contraint, puisque on était au tiers de la consommation d'un bâtiment BBC. Alors, un des facteurs, alors on a travaillé énormément sur l'enveloppe pour avoir une enveloppe extrêmement isolante, puisque le principe du bâtiment est basé sur l'inertie thermique, et donc on a essayé d'avoir un bâtiment qui soit le plus stable possible en température, un peu à la manière d'une bouteille thermo, si je peux prendre l'image, de manière à ce que on ait besoin de très peu d'énergie à rajouter, que ce soit en froid ou en chaud, pour maintenir une température constante. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de travail fait autour de cette inertie et la qualité de l'enveloppe pour avoir un bâtiment qui soit extrêmement étanche. Malgré tout, une bouteille thermos, je dirais, c'est complètement fermé. Nous, on a besoin de fenêtres. Le concours était assez exigeant en termes de pourcentage de surface vitrée qui était assez bas. On a considéré que justement pour la qualité du confort des utilisateurs, ce pourcentage était trop bas, et on l'a rehaussé en ayant une mesure de compensation. Et si j'en parle, c'est parce que c'est un des supports du crédit impôt recherche qui a été de compenser les pertes accrues, je dirais, d'énergie par ces fenêtres, par la mise en place de ce qu'on appelait des bouchons thermiques, ou on peut dire aussi des volets intérieurs, qui permettent de recréer, une fois qu'ils sont fermés, c'est-à-dire en période d'inutilisation du bâtiment,
donc le soir, la nuit et en week-end, en hiver, qui permettent de recréer une paroi complètement isolée et de ce fait permettent de limiter les déperditions et donc d'éviter d'utiliser l'énergie pour réchauffer le bâtiment ou le refroidir. Voilà. Et ces bouchons thermiques ont fait l'objet ensuite d'un brevet qui a été un élément aussi important lié au crédit impôt recherche. Voilà. Donc le bâtiment est maintenant construit, il est exploité et on en est au retour d'expérience. Donc le retour d'expérience, c'est que si on y est arrivé, je le répète, mais c'est parce qu'on a réussi à maintenir un très haut niveau de qualité de conception, de réalisation et de contrôle. La partie contrôle étant extrêmement importante, la qualité de réalisation est un des facteurs de la réussite d'une telle opération. Il faut être en mesure de maîtriser parfaitement la qualité du bâtiment. Sinon, on commence à voir, par exemple, des fuites, par exemple, des malfaçons qui sont à ce niveau de performance extrêmement préjudiciables. Donc on fait après coup des tests d'étanchéité à l'air, des passages à la caméra thermique, enfin qui nous permettent de s'assurer que la réalisation est quasi parfaite et éventuellement de rectifier. Ensuite, le retour d'expérience évidemment nous amène à mettre en avant le fait que l'implication des utilisateurs est essentielle. Il faut une partie des consommations, une partie non négligeable, puisque c'est la moitié des consommations du bâtiment, sont liées aux utilisateurs, donc en particulier l'informatique, et le mode de fonctionnement des utilisateurs contribue énormément à faire que le bâtiment n'ait ou n'est pas à énergie positive. Donc il y a une implication, une sensibilisation très tôt et qui dure toujours des utilisateurs pour réussir à faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience, je dirais, collective de la performance du bâtiment. Après, malgré tout, donc on a fait un bilan et je conclurai par ça. C'est très difficile, évidemment, de tenir la performance. Pourquoi ? Alors la première année, donc j'ai fait un tableau. La première année, par rapport aux 26 kWh d'objectif, on a doublé à peu près. Alors pourquoi ? D'abord parce que le bâtiment n'était occupé que très partiellement, donc on avait peu d'apport thermique interne en hiver, donc une surconsommation importante au niveau du chauffage. À l'échelle de notre bâtiment et du niveau très faible de consommation, c'est tout à fait significatif. Ensuite, il y a eu beaucoup de réglages à faire au niveau justement des calibrages des consignes de chauffage, des usages, enfin bon. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que le but, c'est que on travaille tous dans le même sens pour essayer de faire en sorte d'améliorer les performances. Et c'est les équipements au sein du bâtiment, la réflexion, l'attention portée en phase d'exploitation qui permet d'améliorer tout ça. Et en deuxième année, on s'est rendu compte, en faisant entre autres la chasse, donc assez problématique de réglage, et également à toutes les consommations diffuses. On avait énormément de consommation, plus de 6-7 kWh qui étaient kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, qui étaient liés entre autres aux consommations passives des équipements qui en veille consomment de manière significative quand on est sur des niveaux globaux de consommation très très faibles. Voilà. Donc on a rectifié ça et on se retrouve maintenant, alors pas au niveau de performance du projet, mais à un niveau qui fait que on est un petit peu au-dessous en termes de bureautique et on est légèrement plus performant en photovoltaïque, ce qui fait qu'on est sur un solde qui est positif. Là, il y a une petite erreur de calcul, on est même à moins 16. Mais en tous les cas, on a réussi ce défi et voilà, c'est important de
de montrer qu'on peut y arriver. Pour conclure, ce développement cette réflexion, cette innovation nous a porté maintenant sur des développements de bureaux plus importants. Le bâtiment de Bonne Énergie à Grenoble fait à peu près 2000 m². Là, on est sur des projets à 6000, 7000 m², même 10 000. Voilà, en appliquant cette réflexion des bâtiments BPOS. Merci Nicolas. Donc après cette présentation du projet, nous allons voir finalement la partie calcul, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a pu dégager en crédit d'impôt recherche par rapport à un projet de ce type. Donc là on entre, on va dire, dans le vif du sujet avec donc l'identification exhaustive là des projets, il y en avait un, mais du projet et des dépenses, et puis surtout donc le calcul du crédit d'impôt recherche et l'établissement du feuillet. Alors concrètement, comment ça se passe quand on est confronté à un projet de ce type pour déterminer si on peut rentrer dans les définitions officielles du crédit impôt recherche. La première question qu'on peut se poser, c'est pour savoir si son projet est éligible, c'est est-ce que l'état de l'art, c'est-à-dire la somme des connaissances classiques de l'homme du métier normalement compétent dans son domaine, permet de répondre à mon besoin. Donc si la réponse est oui, si la société n'a pas besoin de faire phosphorer ses ingénieurs sur le sujet ou de faire appel à des prestataires extérieurs spécialisés, c'est probablement qu'on est dans le cadre d'un projet qui n'est pas éligible et d'un développement complètement classique. En revanche, si la réponse est non, si on doit se lancer dans des développements avec des itérations, c'est-à-dire que vous envisagez plusieurs solutions avant d'arriver éventuellement à développer ce que vous faites, que vous rencontrez, comme dans le cas du projet de Nicolas, des difficultés techniques pour atteindre les objectifs que vous étiez fixés, vous pouvez être dans le cadre d'un projet éligible au crédit impôt recherche, donc avec 3 stades possibles, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Alors, la recherche fondamentale, je pense que tout le monde voit bien de quoi il s'agit. On est plus dans des choses qui sont universitaires ou réalisées par les laboratoires de recherche. Dans le domaine de la recherche appliquée, qui s'applique directement sur les résultats du poste précédent, on est un peu plus dans des travaux qui sont réalisés par les entreprises. Mais ce qui permet à la plupart d'entre elles d'opter au crédit impôt recherche, c'est le développement expérimental. Donc le développement expérimental, de quoi s'agit-il? Vous avez ici la définition officielle des textes de loi qui est un petit peu imbuvable, mais qu'on va essayer de décoder ensemble. Donc le développement expérimental vise à réunir toutes les informations nécessaires à la prise de décision technique en vue de produire ou de nouveaux procédés, ou de nouveaux produits, ou de nouveaux matériaux, ou de nouveaux services. Donc vous pouvez constater que c'est déjà assez large comme définition, sachant qu'en plus l'amélioration substantielle de l'existant est un critère d'éligibilité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de partir de zéro dans votre développement, il suffit que vous apportiez une amélioration à ce qui se fait déjà pour que vous puissiez être dans le cas d'un projet éligible. Et bien entendu, le projet Bonne Énergie répondait à ces critères. Donc brièvement quelques autres critères d'éligibilité qui se basent bien entendu sur les définitions légales, à savoir les articles de loi, les bulletins officiels des impôts et les définitions européennes de la recherche qui sont dans le manuel de Frascati. Donc on peut citer une originalité de la solution technique, des difficultés ou des aléas techniques, une solution qui n'est pas disponible dans l'état de l'art ou encore une amélioration substantielle de ce qui se fait déjà. Alors ensuite une diapositive un peu complexe mais très importante qui constitue finalement les frais qui peuvent être inclus dans votre crédit d'impôt recherche. Donc ils sont classés par ordre d'importance. L'ensemble va constituer finalement votre assiette de dépenses R&D dont vous récupérerez 30% ou comme c'était le cas en 2010, 40% pour PRD qui déclarait pour une deuxième année. Le poste le plus important qui a été valorisé dans le cadre du projet, ce sont les dépenses de personnel, puisqu'on peut prendre en compte au prorata du temps passé le salaire brut fiscal,
chargé du taux de charge patronale, des chercheurs, des techniciens et des jeunes docteurs éventuellement qui ont travaillé sur le projet. Donc il faut savoir que pour le crédit impôt recherche, par chercheur on entend un ingénieur qui a travaillé sur le projet ou qui l'a supervisé, et technicien, donc ce sont les personnes qui ont travaillé sous la direction de cet ingénieur. Personne à vocation technique bien entendu. Donc pourquoi ce poste est très important? Parce qu'on le relie en plus directement au poste de dépenses de fonctionnement, qui va constituer finalement toutes les dépenses qui environnent les travaux réalisés par les chercheurs ou les techniciens, c'est-à-dire finalement le papier, le crayon, l'électricité, l'ordinateur, voilà, tout ce qui va leur servir à réaliser leur projet. Heureusement, vous n'avez pas à calculer tout ça, c'est forfaitisé, et en l'occurrence, donc en 2010, ça correspondait à 75% des frais de personnel, avec le petit rabot de la loi de finances de l'an dernier, c'est maintenant 50%. Voilà, donc ça, ces deux postes-là ont été valorisés dans l'exemple qui nous intéresse. Donc je passe un peu plus brièvement sur les autres, mais sachez malgré tout que vous pouvez valoriser dans un crédit d'impôt recherche les dotations aux amortissements du matériel ou des constructions, et également les frais de certains organismes extérieurs, comme par exemple tous les organismes de recherche publique type laboratoire ou université, et également certains prestataires privés qui ont fait la demande d'un agrément auprès du ministère de la Recherche. Donc dans ce cas, si leurs travaux concernent de la R&D, vous pouvez reprendre en compte l'intégralité de leurs factures dans votre assiette de crédit d'impôt. Également, donc les dépenses de brevets, là, comme on l'a vu, PRD avait déposé des brevets sur le sujet, mais hélas pas sur l'entité pour laquelle nous avons valorisé un crédit impôt recherche. Donc nous n'avons pas pu nous en servir directement, mais néanmoins les travaux réalisés ont permis d'aider à la construction du dossier par la suite. Un poste également que nous avons valorisé, c'est la veille technologique, donc tout ce qui concerne finalement la participation à des congrès, l'abonnement à des revues, à des bases de données, etc., etc. Il est un peu plus bas dans la liste puisque c'est un poste qui est plafonné à 60 000 €. Bon, je passe rapidement sur les autres postes. Sachez néanmoins que les subventions de R&D, si vous en percevez, doivent être déduites de l'assiette, puisque bien sûr, vous ne pouvez pas toucher cet argent deux fois. Voilà. Alors, concrètement, pour Bonne Énergie, ce que nous avons dû faire, qu'est-ce que nous avons dû réunir finalement, quel temps ça a pris à la société. Donc, on aura demandé les documents suivants. La déclaration annuelle des données sociales, qui est un document qui contient finalement tous les salaires, les fonctions du personnel, les dates d'entrée et sortie. Le détail du taux de charge, les temps passés sur le projet par le personnel, donc ça on a vu ça avec les deux responsables sur le projet, les demandes de subventions qui avaient été réalisées et les demandes de brevets pour voir s'il fallait les prendre en compte ou pas. Bon, sachez que vous devez retirer une demande de subvention si elle concerne la R&D, pas si elle concerne par exemple uniquement l'environnement. Donc c'est important de pouvoir bien détailler ce qui s'est fait pour être sûr qu'on doit bien déduire une subvention, puisqu'avant de retirer 200 000 € par exemple ou 100 000 € à votre assiette de crédit impôt recherche, c'est important d'être certain qu'il faut la prendre en compte. Et puis quelques factures que nous avons étudiées. Et finalement, ça a représenté 2 audits du responsable financier, et on va dire un après-midi pour rassembler les documents, et guère plus de temps pour sa partie à lui. Après, il y a une partie technique que je vais commenter par la suite. Concrètement, en termes chiffrés, qu'est-ce que ça donne pour une société qui déclare un crédit d'impôt recherche sur un projet de ce type? Ça donne 316 000 € de frais de personnel identifiés, des frais de fonctionnement mécaniquement égaux à 75% de ce montant, donc 237 000 €, 23 000 € de frais de veille technologique, soit un total de 577 000 € d'assiette de dépenses. Donc vous voyez que c'est pas négligeable du tout, et la société en récupère directement remboursé 40%, ce qui fait un total de 230 000 € de crédit impôt recherche. Donc pour une année de travaux sur le projet, c'est quand même très conséquent. Plus que finalement tous les autres types de demandes qui ont pu être réalisées sur ce projet, et au passage donc 4 fois plus que ce qui avait été déclaré l'année précédant notre intervention.
Alors, donc une fois qu'on a obtenu ce montant de crédit impôt recherche, généralement la société est très contente, mais le dossier ne s'arrête pas là. Il faut savoir que le crédit impôt recherche est un système déclaratif. Donc, comme tout système déclaratif, il peut être soumis à contrôle de la part de l'administration. Et dans ce cadre, nous réalisons ce qu'on appelle un dossier de valorisation de la recherche qui permet à l'entreprise d'avoir l'intégralité des pièces à présenter à un éventuel inspecteur en cas de contrôle. Donc, nous, dans ce cadre, en même temps que la première étape, nous réalisons un recensement de tous les documents techniques qui sont disponibles, donc qui est quelque chose qu'on avait fait avec Nicolas Courreau à l'époque. Au travers de quelques audits afin d'établir ce dossier. Donc pourquoi ce dossier? Bien évidemment, la première réponse, c'est en cas de contrôle, il est indispensable de l'avoir avec finalement une synthèse de tous les éléments pour chaque projet qui a été pris en compte. Il faut savoir que ce projet peut avoir une portée qui dépasse le simple crédit impôt recherche, puisque comme finalement il y a des éléments communs avec beaucoup de demandes de subventions, ce n'est pas forcément un travail qui ne servira qu'une fois, donc c'est bon à savoir. Et surtout, il est indispensable d'avoir construit son architecture avant de déposer la déclaration. Même si vous ne l'avez pas finalisé, il faut déjà avoir à 80-90% la certitude de ce qui va être dans le dossier. Alors, il doit contenir, bien entendu, la présentation des projets, ça semble évident, mais aussi et surtout la présentation de la société. Donc ça, c'est une erreur que commettent beaucoup d'entreprises qui ne présentent pas forcément leur société en imaginant peut-être que l'inspecteur est familier avec ce qui se fait au sein de l'entreprise, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, si en plus vous avez des réalisations dans le domaine de l'innovation, ne vous privez pas de les présenter. Et puis, par projet, faire ressortir bien entendu l'objectif, l'état de l'art au commencement des travaux, les travaux réalisés dans l'année et en mettant en exergue donc les difficultés rencontrées et les progrès qui ont pu être réalisés. Bien entendu, il faut joindre les éléments comptables correspondants pour que votre dossier soit complet. Alors, concrètement, que faut-il pour constituer un dossier de crédit impôt recherche? Il faut savoir que les éléments choisis doivent absolument mettre en avant votre travail, être représentatif du temps consacré par la société et surtout, très important, correspondre à la période de temps pour laquelle un crédit impôt recherche est déclaré. Parfois, nous rencontrons des sociétés qui sont persuadées d'avoir énormément de documents sur le sujet et lorsqu'on les étudie de près, on se rend compte qu'ils datent d'années antérieures à la déclaration et donc, bien entendu, ils ne sont pas utilisables, en tout cas pas pour justifier les travaux réalisés. Donc ça, c'est bien un point sur lequel il faut être particulièrement vigilant. Et donc ces documents vont constituer la base d'un dossier qui doit faire ressortir les points forts du projet, ce que j'appelle l'éclairage R&D. Donc l'éclairage R&D, de quoi s'agit-il? Je vais vous en parler un peu plus au travers de ce petit schéma. Finalement, quand vous partez d'un projet valorisé, vous pouvez le regarder sous différents éclairages. On peut aborder l'aspect financier d'un projet, on peut aborder son aspect marketing, on peut également aborder son aspect technique. Mais il faut savoir que finalement, votre dossier de valorisation de la recherche va constituer un petit peu des trois. Alors bien entendu, il sera plus à vocation technique, mais les éléments financiers de comptabilité, ce qui concerne les subventions, le feuillet de déclaration du crédit impôt recherche, le feuillet CERFA, ainsi que les tableaux de calcul sont indispensables. Ça, la plupart des gens y pensent. Un élément qui est trop souvent oublié, ce sont les éléments marketing qui servent à présenter finalement assez facilement votre projet. Donc on va avoir tout ce qui va être documents de présentation de projet, des rapports annuels, des présentations que votre société peut faire à ses clients, des plaquettes de présentation du projet et ça va basiquement jusqu'aux photos de vos prototypes ou de ce qui a été réalisé pour qu'un inspecteur ait bien conscience finalement de concrètement ce qui s'est réalisé et de quelles ont été les étapes avant d'aboutir à votre projet finalisé. Alors enfin, bien entendu, la partie technique est indispensable, avec tout ce qui peut être, par exemple, des cahiers des charges, des comptes rendus de réunion, des rapports de fournisseurs, les brevets qu'on a utilisés pour PRD, des demandes de subventions, et ça peut aller, si vous êtes un peu sec en documents, jusqu'à des plans, voire des échanges de mails à caractère technique, bien entendu.
Alors, si on prend l'exemple concret de Bonne Énergie, ça s'est concrétisé donc par un audit de Nicolas Courreau et les documents principaux qui ont été utilisés pour constituer le dossier, tableau de calcul et feuillet de déclaration du crédit impôt recherche bien entendu, des plaquettes de présentation de la société, des plaquettes de présentation du projet, un dossier de candidature très complet au trophée Bâti Actu, voilà, on fait un petit peu de publicité au passage, les demandes de brevets donc en particulier pour donc le système de volets qui fermait hermétiquement la paroi et lui donnait vraiment des qualités exceptionnelles donc par rapport aux émissions d'énergie, et puis enfin les plans et les photos du projet. Voilà. Et finalement il ne fallait rien de plus pour établir le dossier. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui peut se faire relativement facilement à condition d'être bien accompagné. En conclusion, donc, puisque nous arrivons à la fin de cette présentation, le crédit impôt recherche dans ce type de projet est un très puissant levier de financement, puisqu'il est, je vous le rappelle, donc supérieur à tout ce qui avait pu être demandé sur ce projet, avec un retour sur investissement relativement rapide, puisque pour des demandes qui sont déposées en avril, on peut avoir les financements qui sont débloqués aux alentours du mois de juin, donc c'est quand même très très court. Il faut être cependant bien vigilant sur deux points. Donc bien connaître les définitions d'éligibilité, puisque là vraiment sinon c'est un des risques principaux. À aller trop loin, on peut être dans une situation particulièrement délicate, et surtout ça va avec ne pas négliger la partie dossier technique. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Moi, j'avais une première question qui était la suivante pour Monsieur Courreau. Tout simplement, pourquoi vous avez fait appel à EIF et que vous vous êtes pas dit tiens, je vais essayer de le faire tout seul, d'obtenir ce crédit d'impôt recherche? On a besoin d'un niveau d'expertise qu'on ne possède pas en interne pour monter ce type de dossier. Donc EIF pour nous était vraiment le partenaire désigné. On n'est pas du tout structuré pour monter ce type pour faire ce type de demande de manière autonome. D'accord. Et Monsieur Pichon, de votre côté, est-ce que vous êtes confronté parfois à des clients qui ont déjà fait des tentatives de crédit d'impôt recherche, réussi ou pas d'ailleurs, et sur lequel vous intervenez? Et dans ce cas-là, que se passe-t-il? Oui, alors tout à fait. C'était le cas d'ailleurs pour PRD, qui avait déclaré l'année précédente un crédit impôt recherche pour un montant de 50 000 euros. Donc il y a plusieurs possibilités en fait dans ce cas-là. Là, ça dépend complètement de ce que souhaite l'entreprise. Soit on réalise un accompagnement global de la société, donc on prend tout en compte. On réalise le calcul pour eux, on leur précomplète le feuillet, on réalise le dossier technique et on les accompagne après dans les démarches avec l'administration jusqu'au contrôle si nécessaire. Soit certaines sociétés qui réalisent le crédit impôt recherche depuis bien des années nous disent écoutez, moi je le fais depuis longtemps, ou alors je suis déjà accompagné par un cabinet et donc je ne souhaite pas finalement que vous interveniez sur la totalité du périmètre. Donc dans ce cas-là, on peut réaliser ce qu'on appelle les missions en optimisation, c'est-à-dire que on vient vérifier ce qui a été réalisé, voir si on peut aller plus loin dans certains domaines. Également dire aux clients parfois, parce que ça arrive également, écoutez, là vous avez peut-être été un peu loin, donc pensez à provisionner, parce qu'en cas de contrôle ça peut être un petit peu délicat. Ça arrive parfois. Donc on fait beaucoup ce genre d'intervention. Il faut savoir que sur le sujet, généralement on dégage en moyenne 50% de plus que le client sur des interventions de ce type. Voilà. D'accord, donc grosso modo vous optimisez à hauteur de 50% dans ces cas-là? Tout à fait, on dégage 50% de plus. Bon là, dans le cas qui nous concerne, ça a été beaucoup plus, puisqu'on est à 4 fois plus, plus de 4 fois plus que les travaux qui ont été réalisés l'année précédente par PRD. D'accord. Est-ce que je prends... Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc moi j'aimerais savoir comment est déterminée en fait la vraie paternité de l'innovation, parce que sur un projet de construction, il peut y avoir de multiples partenaires qui contribuent en fait à l'innovation.
Et du coup, là, on est dans le cas d'un promoteur investisseur donc qui porte ce projet, mais peut-être que l'architecte ou un bureau d'études ont également contribué à certaines innovations. Et dans ce cas-là, est-ce que toutes les parties prenantes peuvent faire une demande de crédit impôt recherche? Alors, il faut savoir qu'on n'est pas comme dans le cadre d'une demande de subvention classique où finalement un partenaire va faire la demande pour le projet et entre guillemets ramasser l'argent pour l'intégralité du projet, mais même peut-être ne pas le redistribuer. Pour le crédit impôt recherche, c'est différent, c'est-à-dire que vous allez faire une demande au prorata de votre participation dans le projet. Donc, chaque société qui a des ingénieurs qui ont travaillé sur le projet et qui ont rencontré des difficultés techniques et qui ont travaillé sur une partie éligible, bien entendu, peut demander un crédit impôt recherche au prorata de sa participation. C'est-à-dire que le bureau d'études qui a travaillé, qui a collaboré avec PRD pourrait également, pour sa participation, si elle est éligible, demander une quote-part de crédit impôt recherche. Plusieurs partenaires sur le même projet peuvent demander tant qu'ils ont travaillé sur des parties éligibles du projet, bien entendu. Mais en revanche, ce qui ne peut pas être fait, ce soit que PRD demande des choses pour le compte de ses partenaires, sauf s'ils disposent d'un agrément au titre du crédit impôt recherche. Là, c'est un cas particulier, mais on rentre après dans des détails un peu techniques. Et concrètement, les prorata en question c'est le temps passé par le personnel. Voilà, donc une société qui a, par exemple, 5 ingénieurs qui se sont consacrés à temps plein sur une partie technique du projet, on va valoriser ça. Une société qui a, mettons, 3 ingénieurs qui ont travaillé sur le projet, mais chacun a passé un tiers sur la partie technique, un tiers sur la partie supervision et un tiers dans les relations avec l'administration, on va valoriser que le tiers technique. Voilà, on procède de ce type. C'est pour ça aussi que c'est important justement de bien identifier les documents qui vont avec et de bien faire les audits des responsables avant de se lancer dans une valorisation. Je vous en prie. Pour rebondir, et dans le cas de PRD justement, est-ce que vos partenaires, pour certains, ont fait appel à un crédit d'impôt recherche ou pas? Non, pas à ma connaissance. D'accord. Donc pour résumer, en fait, quand on est dans le cadre de la R&D et de l'innovation, quand on fait de la co-innovation, l'ensemble des acteurs sont éligibles au PRD en fait, au CIR. Oui, tout à fait. Alors ça a été le cas pour d'autres projets. C'est vrai que pour celui-là, ça va peut-être là se faire pour la suite, pourquoi pas. Mais pour la partie PRD, finalement, ça ne s'est pas réalisé. Mais on a deux, trois autres valorisations en tête là où on a effectivement plusieurs sociétés qui ont collaboré sur un projet. Ça peut être le cas par exemple pour des sociétés qui collaborent ensemble sur un projet pour lequel une autre subvention est demandée, par exemple un projet ANR sur lequel on aurait 3, 4 sociétés qui travaillent sur le sujet et qui peuvent demander un crédit impôt recherche. Alors là cependant il faut faire attention puisque si on perçoit une subvention ça vient en déduction également. Voilà. Est-ce qu'on peut... on a vu hier lors de la table ronde avec le ministère qu'il y avait donc des financements au titre 5. Est-ce que on a l'impression, en tout cas d'après votre présentation, que le CIR permet une meilleure valorisation ou en tout cas une meilleure aide au financement du projet au final? Complètement, puisque là, comme je le disais dans une des dernières diapositives, on est avec le crédit impôt recherche à un retour sur investissement supérieur aux autres demandes qui avaient été faites par les partenaires du projet ou par les autres entités du groupe PRD. Le crédit impôt recherche devançait largement d'un facteur, je pense, 1 à 3, ce qui avait été réalisé par ailleurs avec d'autres demandes. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. Quand il s'agit d'un nouveau concept ou d'un nouveau modèle d'affaires, ma question est la suivante. Comment est-il possible de valoriser l'aspect intangible de ce nouveau modèle d'affaires au titre du crédit impôt recherche? Vous avez souligné dans la présentation qu'il y avait un aspect nouveau, inédit au sujet. Est-ce qu'on retrouve ça dans l'assiette qui est un peu coût, direct, un peu brutal? Est-ce qu'au-delà de ça, cet aspect intangible peut se valoriser? Si oui, comment? Première question. Et la deuxième, le CIR peut-il bénéficier ou doit-il bénéficier à l'entreprise, en l'occurrence dans ce cas-là PRD en direct, ou éventuellement
j'imagine que ça peut être le cas en promotion ou en construction, à une société projet dédiée? Alors, déjà pour répondre à votre première question, effectivement, un modèle d'affaires, alors il faudrait peut-être qu'on rentre un peu plus dans le détail pour voir ce qui pourrait être pris en compte, mais je vais élaborer un peu sur ce que vous m'avez dit. Imaginons qu'on développe effectivement un nouveau modèle de business qui soit vraiment complètement hors du commun, complètement innovant. Là, on ne serait pas dans quelque chose de technique, on serait dans quelque chose qui rentrerait plus dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc, néanmoins, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être valorisé. Il y a des projets de sciences humaines et sociales qui sont valorisés, qui l'ont été ces dernières années. Et d'ailleurs, dans les dernières éditions du bulletin officiel des impôts qui concernent le crédit impôt recherche, le ministère a mis un petit paragraphe sur le sujet. Donc ce type de projet, ce qu'on appelle entre guillemets les sciences molles, tout ce qui va être business, marketing, mais également des choses comme la sociologie, on peut avoir effectivement des démarches qui soient innovantes. Un exemple qu'on pourrait avoir en tête, par exemple, dans le commerce, il y a une trentaine, quarantaine d'années, c'est la première fois que une grande chaîne de magasins suédois, pour ne pas faire de publicité, a sorti, vous savez, le petit parcours client où vous rentrez dans un bout du magasin et vous êtes obligé de ressortir par le bout en faisant tout le tour. Bon, voilà, ça fait bien longtemps que ce n'est plus une innovation, mais la première fois que c'est sorti, c'était complètement nouveau et peut-être que ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être valorisé. Alors après, un nouveau type de business model, pourquoi pas, à étudier avec prudence néanmoins, parce que après, il faut pas non plus vouloir absolument tout prendre, mais on peut en discuter par la suite si vous voulez. On va avoir là 1 heure ou 2 où on va faire des consultations sur le crédit impôt recherche, donc si vous avez plus de précisions à m'apporter, on pourra regarder ça ensemble après la présentation si vous voulez. Et votre deuxième question, c'était? Deuxième question était entreprise en direct en tant que bénéficiaire ou éventuellement société projet. Là, c'est très variable. Il me faudra en savoir plus en fait sur le projet en question pour pouvoir vous répondre. Hein. Mais on va regarder ça ensemble tout à l'heure si vous le souhaitez. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. On a dépassé un petit peu le temps. Et merci beaucoup pour cette présentation.